Et avec nous pour ce club, Rachel Binas. Bonjour Rachel. Bonjour. Merci d'être là, journaliste à l'hebdomadaire Marianne, et l'essayiste Mathieu Souker. Bonjour Mathieu. Merci également d'être avec nous. On va parler de la cacophonie au sein du gouvernement et François Bayrou qui doit gérer cette cacophonie sur le port du voile dans le sport, les retraites, l'Algérie. Les ministres ne sont pas sur la même ligne. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau vont même jusqu'à mettre leur démission dans la balance si François Bayrou ne suit pas leur ligne. On va en débattre dans quelques instants. Et Marion, la droite sénatoriale, elle relance les débats sur l'immigration. Oui, tout à fait. Oriane, on en parle maintenant. Non, on va faire juste en 2 mots. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces textes? Il y avait 2 textes sur l'allongement de la durée des rétentions et un autre sur le conditionnement des aides sociales. 2 textes fidèles à la ligne du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et on en parle tout à l'heure. Vous allez tout nous dire sur ce qui s'est passé hier en séance. D'abord, c'est l'heure de l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Niort, on retrouve Baptiste Bise. Bonjour Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de la Nouvelle République dans les Deux-Sèvres. Baptiste, on va parler avec vous des municipales. Ça approche, c'est dans 1 an maintenant. Effectivement, et Stéphane Le Foll a raison de rappeler qu'avant la présidentielle, il y a les municipales. Tous les jours, cette semaine, nous proposons aux lecteurs de l'édition des Deux-Sèvres de la Nouvelle République de comprendre les enjeux locaux de cette élection et de faire le point sur les candidatures à 1 an des élections. Lundi, nous avons commencé avec un dossier de 2 pages dans la version papier de l'ANR sur la façon dont nos maires abordent collectivement cette échéance, dans quel état d'esprit. Pour résumer, on peut dire qu'ils sortent éprouvés d'un mandat qui a été marqué par des crises, mais aussi par des conflits locaux nombreux dans les conseils municipaux. À Lapsy, par exemple, commune d'1 millier d'habitants dans le Bocage-Bressuiré, la maire élue en 2020 a écrit à ses administrés en décembre pour leur annoncer qu'elle ne se représenterait pas. L'engagement est une valeur qui m'a été inculquée, expliquait-elle, mais aujourd'hui, épuisée, ma santé ne me permet plus de faire face à cet engagement. Dans le Thouarcé, la maire de Marne a aussi annoncé son départ, peu de temps après un conseil municipal houleux. À un moment, je ne peux pas y laisser ma santé, justifiait-elle. Alors, je pourrais vous citer bien d'autres communes, comme Secondigné-sur-Belle, dans le sud du département des Deux-Sèvres, où le maire a enregistré une vidéo de 11 minutes pour expliquer son absence à la cérémonie des vœux en janvier dernier, parlant d'un épuisement généralisé à cause de dissensions internes. À Fontivilliers, plus de la moitié des 19 élus du conseil municipal ont démissionné au cours du mandat. Il y a des frustrations en partie dues à l'absence de remerciement de la population, explique le maire de la commune. Je crois aussi, dit-il, que la société fait en sorte qu'on ait tout de suite, que ces projets aboutissent rapidement, sans trop de contraintes. Tout ça fait que parfois ça bug. Au total, dans les Deux-Sèvres, 495 conseillers municipaux ont démissionné entre 2020 et 2024, contre 146 entre 2014 et 2019. D'autres maires disent leur épuisement. C'est un travail à plein temps, je suis maire 24 heures sur 24. La casquette, je ne l'enlève jamais, témoigne la maire de Saint-Martin-de-Sanzé, 1 millier d'habitants près de Thouars. Elle dit être de plus en plus souvent confrontée à des gens qui ne se supportent plus entre eux. Ils ne supportent plus les voitures qui passent devant chez eux, le chien qui aboie, le voisin. Elle a même déjà été menacée de mort. Alors, beaucoup de gens sont dans l'immédiateté, raconte le maire d'Amaillou, 800 habitants. C'est tout de suite, tout m'est dû. On a plus affaire à des consommateurs, dit-il, qu'à des citoyens. Et là, on parle de rond, 800 habitants. Pas de quoi décourager tous les maires, j'y crois encore. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là pour faire de belles choses, assure par exemple la jeune maire de Villiers-en-Plaine, tout près de Niort. Vous faites aussi le point sur les candidatures dans les principales communes de votre département cette semaine. Ah, tout à fait. Dans l'édition papier d'hier, par exemple, nous avions 2 pages consacrées à Melle et à Saint-Mexan-l'École. Ces 2 communes, vous les connaissez peut-être pas, elles se trouvent dans la circonscription de Delphine Bateau, qui est présidente de Génération Écologie, et donc dans l'ancienne circonscription de Ségolène Royal. D'ailleurs, Ségolène Royal avait un logement à Melle à l'époque, notamment à l'époque où elle était candidate à la présidence de la République. Ces communes de Melle et de Saint-Mexan sont toutes les 2 dirigées par des maires écologistes, d'ailleurs. On a un écolo tendance pragmatique à Saint-Mexan et puis un écolo proche des Antibassines qui a accueilli le village de l'Eau près de Sainte-Soline l'été dernier. Ça, c'est à Melle. Ce matin, nous faisons le point sur les municipales. Appartenay, c'est en Gâtine. Demain, après-demain, le coup de projecteur de la Nouvelle République portera sur Thouars puis sur Bressuire. Et nous finirons samedi avec notre ville chef-lieu Niort. Et tous ces contenus seront évidemment à retrouver au fur et à mesure sur lanouvellerépublique.fr.
On invite évidemment nos téléspectateurs à les lire sur la nouvellerépublique.fr et dans vos éditions papier. On regarde la une également, la une du jour. Tout autre sujet, Baptiste, Leslie et Kevin, un suspect clé libéré. C'est à la une de la Nouvelle République. Merci beaucoup. Merci Baptiste Bise d'avoir été avec nous. Et on le voit, les municipales qui sont de plus en plus à la une de la presse régionale. C'est dans un an. Alors évidemment, c'est des élections locales, mais à fort enjeu national. Évidemment, à fort enjeu pour les partis, Rachel. Ça sera un test notamment pour tous les partis, mais notamment pour la France insoumise. On le sait, qui jusque-là fonctionnait avec des alliances. France insoumise qui n'a pas un ancrage territorial, un maillage aussi fort par exemple que le PS, même si vous me direz que le PS est plutôt sur le déclin. Mais ça sera valeur de test. Est-ce que la France insoumise va réussir, notamment dans les quartiers? On le sait, elle se mobilise, ce qu'on appelle communément les quartiers, la banlieue parisienne. Et puis aussi un test particulier pour le RN, dans quelle mesure, lui aussi, territorialement, arrive ou pas à s'implanter. Il y a fort à parier qu'il vise des petites ou moyennes villes. Les grandes villes, ça sera beaucoup trop complexe pour le parti de Marine Le Pen. Oui, d'autant qu'on a vu, effectivement, il y a un peu une différence de vote sur les élections nationales, où là, on avait plutôt la Macronie et le Rassemblement national qui étaient forts, et dans les élections locales, les LR et le PS qui restent quand même des partis à forte implantation locale. Est-ce que c'est ça aussi qui se joue pour ces deux partis, montrer qu'ils peuvent encore être des partis implantés? Il y a plus qu'une différence, il y a un découplage total entre les deux cartes électorales. Les forces politiques qui sont puissantes au plan national sont inexistantes au plan local. Et effectivement, comme vous le dites, en fait, le PS et les Républicains restent quand même les deux forces politiques qui tiennent la plupart des collectivités, les municipalités évidemment, mais aussi les départements et aussi les régions. Et donc ce découplage-là, qui est très marqué, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, en réalité, est un des ingrédients de la crise politique que nous connaissons. Emmanuel Macron, mais pas le RN qui a 50 années d'existence n'est pas davantage implanté localement que ne le sont le parti présidentiel, le parti d'Emmanuel Macron ou la France insoumise, qui sont des mouvements pour le coup politiques beaucoup plus récents. Et donc il y a effectivement un enjeu à voir si enfin ces partis politiques-là arrivent à se donner une implantation locale. Les écolos, les Verts ont longtemps eu du mal aussi. Alors, étaient aux affaires quand ils participaient à des majorités de gauche plurielles. On a vu aux dernières municipales quand même que certaines grandes villes étaient tombées dans le giron des écolos. On verra si la tendance se confirme. Il y a un enjeu politique, il y a aussi un enjeu quand même civique et citoyen. On se souvient que les dernières municipales se sont déroulées dans un contexte très particulier, le Covid, avec une participation beaucoup moins forte que d'habitude. Et donc derrière, effectivement, une adhésion à certains élus locaux moins marquée que d'habitude, et probablement à l'origine de certaines crises ou de certains burn-out d'élus locaux. Donc là aussi, il y a un réalignement sans doute à faire lors des prochaines municipales. Ouais, et à un an de la présidentielle, il y a aussi un enjeu, vous en avez un peu parlé, Rachel, au sein même de la gauche, où la France insoumise va devoir prouver son implantation, sinon le PS partira en position de force. C'est le jeu des alliances. Il y a fort à parier. Alors c'est une hypothèse. Il y a fort à parier qu'en réalité il n'y ait pas de discours général, public, de mots d'ordre, de consignes, mais que ça se joue au cas par cas selon les municipalités. C'est-à-dire y a-t-il ou pas entente, alliance avec le parti de Mélenchon, alors que l'on voit, comme vous l'avez dit, qu'à l'échelle nationale les crispations sont extrêmement fortes. Est-ce que c'est encore un parti avec lequel on peut faire des alliances malgré toutes les polémiques qui se succèdent et qui, à la fin, teintent et colorent la formation politique de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, peut-être juste un complément sur le rapport de force à gauche. Depuis les dernières municipales, effectivement, deux choses se sont jouées. Un rééquilibrage en faveur du PS ou de ses alliés, c'est-à-dire Raphaël Glucksmann aux européennes. Donc on voit bien quand même que le rapport de force a évolué de façon assez nette. Et la deuxième dimension, c'est dans les enquêtes d'opinion, le fait que la France insoumise, ces dernières années, a pris des positions et adopté des postures qui passent très mal dans l'opinion. Que Jean-Luc Mélenchon est devenu le repoussoir ultime dans les enquêtes d'opinion et que plus globalement, en fait, le mouvement de la France insoumise est désormais considéré comme dangereux par une majorité assez nette de Français. Ça ne peut pas être sans impact sur le prochain scrutin. Allez, on va passer au thème de ce club, la cacophonie au sein du gouvernement de François Bayrou sur plusieurs sujets, à commencer par le port du voile dans les compétitions sportives. Le Sénat a voté un texte pour l'interdire et au gouvernement, deux lignes s'opposent. D'un côté, la ministre des Sports et la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. De l'autre côté, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Et le gouvernement a tranché. On va écouter la position exprimée par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, invitée ce matin de France 2.
Mais en fait, ça passe par la loi et le gouvernement aujourd'hui est aligné derrière cette question. Ça n'empêche pas les avis personnels, je le répète. On a le droit d'avoir des avis personnels différents. Mais aujourd'hui, le gouvernement a tranché, le Premier ministre a tranché. Et donc, ce gouvernement accepte et soutient le texte qui est sorti du Sénat. Voilà, position tranchée. Rachel Binat s'est exprimée ce matin par le gouvernement qui prend le parti du Sénat, de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. On sent de toute façon à quel point ce sujet de la laïcité, en réalité, est encore très clivant. Encore très clivant, alors que quand on regarde un petit peu les études d'opinion, chez les Français, c'est plutôt clair. Même parmi les électeurs, par exemple, de la France insoumise, il y a une demande de laïcité marquée. Ce qui était intéressant aussi, là, la prise de position est très claire, mais celle qu'on a pu entendre, par exemple, hier, d'Édouard Philippe, a troublé même dans son propre camp. Hein. Ça vient rebattre des cartes et mettre devant un sujet que l'on pensait à peu près réglé. En réalité, la question des signes religieux dans le sport, aujourd'hui, elle est à l'agenda, comme on dit, elle est à l'ordre du jour. Mais c'est un problème qu'on a, et c'est un problème, hein, je pèse les mots, qu'on a depuis un certain nombre d'années sur le terrain, et pas qu'au niveau professionnel, au niveau même amateur. Je vous renvoie au petit livre de Médéric Chapiteau, justement sur notamment l'islam et l'expression de l'islam dans le sport. Beaucoup d'acteurs tirent la sonnette d'alarme en disant on n'est pas équipé pour faire face à les fédérations ont des réglementations complètement différentes. Selon que vous soyez dans la fédération de handball ou de basket, le port du foulard, par exemple, c'est pas la même réglementation. Selon que vous soyez au niveau amateur ou au niveau national, pareil. Donc, on se rend bien compte que l'absence de cohérence, de ligne claire et marquée, aujourd'hui, pose problème réellement aux Français qui sont en première ligne face à ces problématiques-là. Ouais. Et Édouard Philippe, qui, pour préciser, a dit hier qu'une interdiction du port du voile dans le sport serait contraire à la laïcité. Oui, enfin, ce qui est complètement tiré par les cheveux. Hein. D'un point de vue même purement légal, de juriste, on a interdit le port des signes ostentatoires à l'école pour les jeunes. C'était pas contraire à la laïcité à ce moment-là. Hein. Mathieu ? Alors, je crois qu'il y a quand même en fait un consensus dans l'opinion et y compris dans la classe politique autour du fait que la laïcité est une valeur qui s'impose à tous et qui ne se discute pas. Ensuite, évidemment, il y a des nuances entre les tenants d'une laïcité ferme et les tenants d'une laïcité plus souple. Voilà. Donc ce débat, il existe finalement dans non pas tous les partis politiques, mais quand même un certain nombre de partis politiques. Et par définition, la mosaïque gouvernementale en fait émerger des voix potentiellement discordantes ou en tout cas pas totalement alignées sur un sujet comme celui-ci. Alors, on a des débats récurrents sur la place de la religion en général, mais on sait qu'on pense en fait systématiquement à l'islam dans le monde du travail. Je fus conseiller ministériel il y a quelques années et effectivement, il y avait une pression très très forte pour légiférer sur la question de la laïcité en entreprise. On avait réussi à ne pas le faire et à renvoyer ça précisément à l'intelligence des partenaires sociaux et des acteurs de terrain en disant une loi et un débat politique fait de surenchère n'est pas nécessairement la bonne réponse. Sur le terrain, en réalité, on a bien vu que presque 10 ans après, il n'y avait pas de drame absolu sans qu'on soit passé par la loi. Donc là, effectivement, cette fois-ci, c'est dans le sport. Au-delà du débat de fond, on voit bien que ce que ça dit aussi, c'est le questionnement autour de l'autorité de François Bayrou et de l'organisation des affaires gouvernementales. On a compris que depuis quelques jours et même quelques semaines, montait une petite musique qu'on retrouvait dans un certain nombre de papiers, de confessions, de bruits de couloir, etc., sur le fait qu'il y avait un questionnement sur Matignon comme tour de contrôle de l'activité gouvernementale et un Premier ministre dont on questionnait la présence, le leadership, la capacité à décider, à trancher, etc. C'est aussi un peu ça qui se joue. Et encore une fois, il y a des personnalités fortes dans ce gouvernement, donc il n'est pas étonnant en fait de les voir. Voilà. Et il y a des enjeux partidaires pour Retailleau, pour Darmanin, etc. Tout le monde ayant 2027 en ligne de mire, plus aucun acte au quotidien ne semble désintéressé ou en tout cas détourné de cet horizon. Donc, je suis un peu surprise de l'expression « il n'y a pas de drame absolu ». Je ne sais pas comment on qualifie dans ce cas-là un drame absolu. On a vu quand même des faits divers relatifs à la place de la femme. Parce que je parlais de laïcité dans l'entreprise. Oui. Je parlais de laïcité dans l'entreprise, où je disais que nous n'avions pas légiféré en dépit en fait, de la pression à l'époque politique et médiatique très forte, et que le monde de l'entreprise vit très bien aujourd'hui sans nouvelle loi sur la question de la laïcité. Alors, vit très bien, je ne sais pas, sur le terrain... Alors moi qui connais assez bien le monde du travail, pour le coup... Je vais juste essayer de
terminer. Ouais, bien sûr, cher Rachel. Moi, j'ai pas toujours les mêmes, notamment à l'hôpital. Il y a certains directeurs d'hôpitaux qui tirent la sonnette d'alarme parce que c'est aussi il y a une difficulté. Alors il y a la Charlotte qui vient compenser éventuellement le voile qui serait pas. Mais dans un certain nombre d'entreprises, on l'a vu, l'affaire Babilou par exemple, on a été le symptôme même. L'enjeu justement de parvenir à une réglementation là-dessus, les difficultés aussi au niveau de l'embauche ensuite, de jeunes femmes qui se présentent sans le foulard, qui le portent ensuite, etc. Des pressions qui peuvent être exercées sur des commerçants notamment. Je dirais pas, alors je ne sais pas si la notion si le terme de drame absolu est le meilleur, mais on peut pas dire non plus que ce soit extrêmement fluide et facile pour tout le monde. Ensuite, là où je faisais un lien sur certains drames qui ont eu lieu, c'est que la question, l'entreprise, c'est pas un milieu, c'est pas un milieu imperméable à tout. C'est complètement perméable, ça fait partie de la vie en société. Et la question de l'école, des clubs sportifs, des entreprises, des lieux publics, tout ça, ça s'imbrique. Avoir une réglementation qui va dans un sens, dans un lieu, puis dans un autre, etc., ça rend extrêmement compliqué. Et derrière la laïcité, il y a aussi le rapport, bien sûr, aux religions au pluriel, et le rapport aux femmes, le rapport à la différence, le rapport à l'altérité en réalité. Et c'est en ça que la laïcité est porteuse d'un universalisme qu'on ne peut pas simplement balayer avec une conception un petit peu quasi multiculturelle, un peu à l'anglo-saxonne. Bon, chacun fait sa petite embout dans le coin et finalement, à la fin, ça se passe bien. On voit que dans les pays qui le pratiquent, en tout cas, ou dans les territoires qui le pratiquent, c'est pas si facile que ça. Le Canada, le Québec en sont de parfaits exemples. Je ne suis en désaccord avec rien de ce que vous dites. La question était, doit-on légiférer de façon systématique et doit-on interdire? Voilà, c'est tout. Et la question, vous parliez des voix fortes au sein du gouvernement. Parmi ces voix fortes, il y a celle de Bruno Retailleau, qui menace notamment de démission. Bruno Retailleau taxé d'immobilisme par le RN, qui dit qu'il est le ministre de la parole. Alors, la droite sénatoriale monte au créneau et hier, elle proposait 2 textes de loi sur l'immigration très fidèles à la ligne de Bruno Retailleau. Oui, tout à fait, Oriane. Critiqué par le Rassemblement national et par son rival à l'élection à la présidence Les Républicains, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau peut toujours compter sur le Sénat, où il a lui-même siégé pendant 20 ans. Ainsi, en déposant 2 propositions de loi sur l'immigration, la droite sénatoriale tente de mettre en œuvre les promesses de l'ancien sénateur républicain faites après le meurtre de l'étudiante philippine en 2023 et l'attaque au couteau à Mulhouse en février dernier. Concrètement, le premier texte prévoit d'étendre de 90 jours à 180, voire 210 jours dans certains cas, la durée de maintien de centres de rétention des étrangers en situation irrégulière. Cela concerne plus précisément les étrangers frappés d'une décision d'éloignement, condamnés pour un crime ou un délit d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Ce délai concernerait aussi les étrangers constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Écoutez le sénateur LR Roger Carucci sur l'esprit de cette loi, plébiscitée selon lui par l'opinion publique. Ce nouveau drame nous conforte, Monsieur le Ministre, dans notre volonté de rallonger le délai de rétention des étrangers les plus menaçants. N'oublions pas que le placement en rétention avant l'exécution des mesures d'éloignement reste le moyen le plus efficace de les éloigner et de protéger nos concitoyens. Il est intéressant de rappeler, même si je ne suis pas un grand fanatique des sondages, les résultats d'un sondage de l'Institut CSA d'octobre 2024 qui révélait que 84% des Français étaient favorables à l'emprisonnement systématique des étrangers sous le coup d'une OQTF, auteurs de crimes et délits, avant leur expulsion. La gauche est-elle vent debout? Son chef de file au Sénat, Patrick Hanert, dénonce une course à l'échalote vis-à-vis de l'extrême droite alors que la bataille pour la présidentielle se prépare. Écoutez. Mes chers collègues, ce n'est pas une simple divergence idéologique. C'est une menace qui s'attaque à l'équilibre fragile mais majeur sur lequel repose notre République, l'équilibre entre ordre et liberté, équilibre que l'on ne peut sacrifier, permettez-moi de le dire, sans esprit de polémique, sur l'autel de la course à l'échalote entre M. Wauquiez et Retailleau pour un congrès. Ce dernier, ben oui, ça vous gêne, je le constate. M. Retailleau prenant appui sur la majorité sénatoriale de plus en plus pour mener à bien ses ambitions politiques légitimes, quitte néanmoins à faire la courte échelle au RN.
Le second texte présenté par la droite sénatoriale et porté par la sénatrice LR Valérie Boyer vise à conditionner les prestations sociales. Cette dernière invoque la nécessité de préserver le modèle social, mais la sénatrice macroniste Solange Nadille dénonce plutôt un coup de com'. Écoutez. Quant à la cohérence politique qui est avancée pour justifier le vote de cette proposition de loi, elle ne nous apparaît pas aussi clairement qu'à vous, mes chers collègues. J'ajoute que nous n'avons aucun chiffre sur son impact, car comme vous le savez, il n'y a pas de relevé de la nationalité des allocataires. Le texte qui nous est proposé ici, discriminatoire et inapplicable, apparaît être un pur produit de communication. Il n'est pas à la hauteur du Parlement. Bruno Retailleau avait déjà tenté sa chance en 2022 pour prendre la tête du parti. À l'époque, il faisait figure d'outsider face à Éric Ciotti. Désormais, le ministre de l'Intérieur arrive à la 5e place des personnalités politiques les plus populaires, derrière Édouard Philippe, Jordan Bardella, Marine Le Pen ou encore Gabriel Attal. Et voilà, la droite sénatoriale qui veut donc transformer les paroles de Bruno Retailleau en actes. Est-ce que c'est un coup de com', comme le dit la gauche, Mathieu, ou est-ce que quand on voit la popularité de Bruno Retailleau, eh bien finalement, ce sont les sujets de préoccupation des Français que porte Bruno Retailleau? Alors, c'est sans aucun doute l'activisme du ministre de l'Intérieur qui fait qu'il fait partie des rares figures politiques à avoir émergé au cours des derniers mois. Alors, à son crédit, le fait de ne pas avoir énormément de concurrents, ou en tout cas il en avait assez peu dans le gouvernement de Michel Barnier, qui était composé quand même de personnalités de second rang. C'est pas leur faire injure que de dire que Michel Barnier avait refusé d'avoir des poids lourds autour de lui. Donc Bruno Retailleau s'est imposé comme le poids lourd du gouvernement de Michel Barnier, au point qu'il est resté dans le gouvernement de François Bayrou. Donc c'est sûr que l'activisme politique peut payer et que c'est souvent, en tout cas notamment depuis Sarko, ce qu'on prétend attendre d'un ministre de l'Intérieur. Qu'il montre d'une certaine façon les muscles, ou en tout cas qu'il montre son volontarisme sur le terrain, etc., dans la nécessité de traiter un certain nombre de problèmes. Pour autant, j'observe que l'histoire se répète continuellement, c'est-à-dire que nous avons une classe politique qui ne cesse de répondre à des faits divers, ou en tout cas à des faits de société, ou à des éléments qui viennent meurtrir la société française et alimenter l'actualité, par une activité législative qui veut qu'en matière d'immigration, encore une fois, on légifère en moyenne tous les 18 mois, et ça fait 40 ans que ça dure. Avec toujours deux questions. Si on légifère tous les 18 mois, ça veut donc dire que les dispositions législatives antérieures étaient en fait inutiles ou inefficaces. Et par ailleurs, alors ça c'est la question de l'efficacité opérationnelle. Sait-on gagner en efficacité opérationnelle, et est-ce que ça passe encore une fois par une nouvelle loi, toujours dans le même sens, c'est-à-dire le sens d'un durcissement tous les 18 mois. Et puis il y a la question de l'efficacité politique. On sait que pour des raisons tactiques, on imagine que c'est ce qui permet de contenir la progression de l'extrême droite depuis 40 ans. Ça fait donc 40 ans qu'on légifère, toujours dans le sens d'un durcissement, et pour autant, l'extrême droite n'a jamais autant prospéré qu'aujourd'hui. Voilà. Et en général, les discours qu'on tient et les mesures qu'on adopte vont dans le sens de ce que pousse l'extrême droite depuis toujours. Donc l'efficacité opérationnelle comme l'efficacité électorale politique sont assurément à questionner. Rachel, est-ce que la droite sénatoriale a raison de mettre ces débats sur la table, de remettre ces débats sur la table? Mettre des débats sur la table, à titre personnel, je suis rarement contre, on va dire. Il y a une liberté d'expression, il y a une demande, on l'a dit, de la part des Français, de plus d'efficacité, de plus de résultats. Et en effet, il y a des faiblesses que l'on voit, un manque d'efficacité criant, notamment dans ce qu'on appelle les éloignements, puisque c'est de ça qu'il s'agit. La loi, elle n'est pas fixe, elle s'adapte aussi à l'évolution, au contexte, sans vous noyer de chiffres. En 1980, la durée en centre de rétention, elle était de 7 jours. Il faut dire aussi que la situation migratoire n'était pas exactement la même. Sous Chevènement, c'est passé ensuite à 12 jours et progressivement, c'est augmenté comme ça, 32 jours, 45 jours, 90 jours. Si on regarde au niveau, si on fait un tout petit peu de comparaison européenne, en Allemagne, par exemple, c'est 18 mois. En Angleterre, c'est quasiment, c'est illimité. C'est illimité à partir du moment où vous ne voulez pas donner votre identité, et qu'on ne peut pas vous éloigner, vous restez en centre de rétention qui en fait ressemble un peu à un centre de détention quand c'est illimité. J'attire l'attention sur une chose, la rétention administrative, vous pouvez quasiment à n'importe quel moment mettre un terme. Vous dites justement, vous donnez votre identité, vous êtes prêt à être éloigné, voire même vous demandez ce qu'on appelle un retour volontaire. Ça se fait beaucoup, en tout cas de plus en plus, et ça donne pour certaines nationalités de très bons résultats, c'est-à-dire qu'il y a une aide financière qui coûte, parce que je vois les polémiques, qui coûte moins cher à l'État que de garder quelqu'un en centre de détention. Ça peut l'aider. Ensuite, il y a un accompagnement notamment de l'OFI qui se fait, ouvrir un commerce dans votre pays d'origine, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est
impossible. Ce n'est pas une détention ad vita aeternam qui échappe complètement au droit. Ensuite, même si la durée augmente, alors certains en effet, voyant la durée augmenter, peuvent soudainement retrouver leur papier, ça arrive, mais vous ne pouvez pas vous faire non plus l'économie d'une négociation avec les pays d'origine. Un mot ensuite, et je terminerai là-dessus, sur on a vu ça, les prestations... les prestations sociales. Conditionner une durée de résidence. Exactement. C'est le cas dans la plupart des pays, des pays européens. Les prestations sociales non contributives sont soumises aussi à une durée. Le RSA, par exemple, c'est 5 ans. C'est 5 ans de présence sur le sol. Donc ça se fait aussi déjà. Est-ce que c'est une course à l'échalote derrière l'extrême droite, ou c'est au contraire, comme on le dit en face, la volonté de se mettre aux standards européens? Les téléspectateurs se feront leur idée. Ouais, alors il y a un autre sujet sur lequel il y a une certaine cacophonie gouvernementale et sur lequel Bruno Retailleau monte au créneau, c'est l'Algérie. Bruno Retailleau qui dit ce matin, je le cite, « Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie, c'est l'Algérie qui nous agresse ». On va écouter le point de vue de son adversaire à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau a raison de mettre la pression. Quel résultat? On lui apporte tout notre soutien. Mais je vais vous dire, je partage le doute avec François Bayrou sur la riposte graduée. Parce que ma crainte, c'est que ce soit très gradué et très peu riposte. Vous connaissez bien toutes ces questions. Qui pense un instant que le gouvernement algérien va être intimidé en quoi que ce soit parce que maintenant on va mettre des visas sur des passeports diplomatiques? Qui croit ça? Qui croit sérieusement que c'est de nature à faire plier le gouvernement algérien? Voilà, c'est la décision de Bruno Retailleau de remettre en cause cet accord de 2007. On est dans un soutien plus que mesuré de Laurent Wauquiez. Je pense qu'un soutien comme ça, ils s'en passeraient. Enfin, personnellement, avec des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Bien sûr, là, c'est quelque chose. En réalité, on sent bien que plus que le futur homme d'État potentiel, en réalité, c'est un candidat aux élections LR qui s'exprime. Je ne sais pas s'il est réellement convaincu par ce qu'il dit concernant le rapport de force. Et on aimerait bien savoir, en tout cas, lui, quelles seraient ses solutions. Mais on n'a qu'un extrait. Peut-être qu'ensuite, à la suite justement de ce passage, il explique concrètement quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place. Mathieu, sur ce sujet, on voit c'est un sujet qui devient un débat politique, ces tensions entre la France et l'Algérie. Oui, alors on a avec les affaires américaines, par exemple avec l'Amérique de Trump et l'affaire russo-ukrainienne, on voit bien que l'actualité internationale peut s'inviter dans la politique nationale. Là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit bien que la politique nationale, les enjeux strictement partidaires, viennent percuter en fait nos affaires diplomatiques. Donc il y a incontestablement une instrumentalisation d'un sujet complexe, sensible, qui dure en réalité depuis 1962, soyons sérieux 2 minutes, instrumentalisé là, dans le cadre de la rivalité entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour ce qui est de la déclaration de ce matin. Effectivement, c'est à minima un soutien très gradué et qui a beau s'affirmer comme total, on a un vrai doute. C'est structurellement un sujet compliqué, la relation entre la France et l'Algérie, c'est d'une banalité que de le dire, mais donc si c'est un sujet compliqué, ça fait effectivement 60 ans que ça dure, c'est conjoncturellement aggravé par effectivement les positions adoptées par la France vis-à-vis de la souveraineté. C'est bien antérieur. Non, j'ai dit que c'était structurel, donc en fait, ça dure depuis 62. C'est conjoncturellement aggravé depuis l'été dernier à cause de cette affaire du Maroc. C'est quand même une rupture tout à fait importante. On avait jusqu'à présent une France qui était dans l'équilibre absolu vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis du Maroc. L'ajout du paragraphe anti-français très virulent dans l'hymne national, en réalité, c'était déjà un bras de fer engagé par le régime de Tebboune. Vous avez raison, mais même sur la question des visas, etc., ça fait plusieurs années que ça dure. Je disais juste, en fait, depuis l'été dernier, il y a quelque chose qui s'est encore durci, une situation qui s'est encore aggravée. Juste, je termine sur une autre banalité. En diplomatie, on sait que les choses se traitent avec efficacité quand elles se traitent en coulisses. Elles ne se traitent pas médiatiquement et encore une fois, pas dans le cadre d'une instrumentalisation politique parce qu'un congrès de parti particulier, en fait, doit se tenir dans quelques semaines. Merci à tous les deux. Restez avec nous. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale ce matin avec Marion. Et Marion, ce matin dans la presse régionale, on parle de ce coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, tout à fait, Oriane. Le Télégramme titre « Vers une trêve limitée ». Le Dauphiné libéré revient sur ce que Poutine a dit à Trump. Les dernières nouvelles d'Alsace racontent Poutine
douche les espoirs de Trump. Dans les pages du quotidien alsacien, on apprend que l'appel entre les deux chefs d'État n'a, je cite, débouché sur aucune avancée majeure, sauf un cessez-le-feu qui se limite aux infrastructures énergétiques. Pendant 30 jours, Vladimir Poutine a fixé des conditions à une trêve plus large. Il exige l'arrêt de la mobilisation et du réarmement de l'Ukraine pendant le cessez-le-feu. La Russie réclame aussi l'arrêt de l'aide militaire occidentale. Une exigence refusée hier soir par Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. On revient en France et la terre a tremblé hier tout autour de Nice. Oui, avec un séisme de magnitude 4 qui a été ressenti en début de soirée sur la Côte d'Azur. Il a été suivi de plusieurs répliques. Ni dégâts ni victimes ne sont à déplorer, mais les habitants se sont inquiétés. En quelques secondes, rapporte Nice Matin, le standard des sapeurs-pompiers s'est affolé. Ça m'a fossilisé, raconte Barbara qui habite Comtes dans la vallée du Paillon. Tout près de l'épicentre, plus fort que ceux habituellement détectés dans les Alpes-Maritimes, le tremblement de terre a été ressenti de Menton à Nice, dans la Vésubie et Grasse, et même jusque dans le Var. Selon le géologue Christophe Larocque, on n'avait pas connu de tels séismes dans la région depuis 20 ans. La Dépêche du Midi titre, elle, sur un procès qui s'est ouvert hier à Foix. Oui, le procès de 16 chasseurs dont l'un est accusé d'avoir tué l'ours Caramel en 2021. Une affaire jugée alors que pro et anti-ours sont plus que jamais opposés, titre la Dépêche du Midi. Pour les uns, l'ours réintroduit dans le massif des Pyrénées depuis les années 90 avec des spécimens venus de Slovénie est un maillon essentiel de l'écosystème. Pour les autres, il représente une menace directe pour les troupeaux. La Dépêche du Midi nous apprend, et c'est très intéressant, qu'en Espagne, la cohabitation est bien meilleure. 370 ours y ont été recensés en 2023, alors qu'il n'était qu'une centaine il y a 30 ans. Dans les Asturies, l'animal y est même promu, avec des randonnées d'observation accompagnées de guides touristiques spécialisés. L'ours y est un symbole de la nature protégée. Merci Marion, merci beaucoup pour cette revue de presse. Rachel, on regarde la une de Marianne, c'est Villepin en route vers l'Elysée. Et il y a un nouveau numéro demain. Avec un nouveau numéro demain, c'est le dernier jour en effet en kiosque. On l'a confronté aux questions de la rédaction avec des enquêtes également et un sondage qui complète cet ensemble. Donc dernier jour. Si vous voulez vous procurer, encore l'acheter. Le livre de Mathieu, vous pouvez encore vous lâcher pendant plusieurs jours. La France à 20h. Absolument pas de Dominique de Villepin. Merci beaucoup. Merci Rachel et Mathieu d'avoir été avec nous. Merci Marion. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous avez rendez-vous avec la séance de questions, d'actualité au gouvernement. Et puis à 18h, Thomas Hugues et Sens Public. Très bonne journée. À demain.